Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Selon le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Murangwa, le produit intérieur brut du pays a été multiplié par 10 depuis 1994. Il estime que cette dynamique devrait se poursuivre grâce à une croissance soutenue et à des investissements stratégiques. L'ambassadrice Urugeni Bakuramutsa, représentante du Rwanda à Genève en Suisse, ainsi qu'auprès des agences des Nations Unies qui y sont basées, a déclaré que toute solution durable à l'insécurité persistante à l'est de la RD Congo passe notamment par le démantèlement du groupe armé FDLR. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le ministre, plutôt près de 32 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, le Rwanda affiche des performances économiques remarquables. Selon le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Murangwa, le produit intérieur brut du pays a été multiplié par 10 depuis 1994. Il estime que cette dynamique devrait se poursuivre grâce à une croissance soutenue et des investissements stratégiques, notamment la construction du nouvel aéroport international de Kigali à Bugesera. Jean-Benoît Michel pour les détails. Le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Murangwa, affirme que la stabilité économique constitue le fondement de tout développement durable. Il rappelle qu'au lendemain du génocide perpétré contre les Tutsis, l'économie rwandaise ne représentait qu'environ 1,4 milliard de dollars américains. Aujourd'hui, elle approche les 14 milliards de dollars, soit une multiplication par 10 en un peu plus de 3 décennies. Selon lui, cette progression est le résultat d'une croissance économique soutenue avec un rythme moyen compris entre 8 et 10% par an, qui a permis au Rwanda de renforcer progressivement son autonomie financière. Aucun développement n'est possible sans une économie solide. En 1994-1995, l'économie rwandaise représentait environ 1,4 milliard de dollars américains. Aujourd'hui, elle atteint près de 14 milliards de dollars américains, ce qui signifie qu'elle a été multipliée par 10. Donc, c'est une évolution très encourageante. Au cours des 32 dernières années, notre économie a enregistré une croissance moyenne comprise entre 8 et 10%. L'an dernier, elle a progressé de 9,4%. Ce qui est important, ce n'est pas seulement une bonne performance sur une année, mais une croissance régulière sur une longue période. C'est cette constance qui permet de bâtir un budget national solide et de renforcer l'autonomie du pays. En 1995, le budget national s'est levé à seulement 50 milliards de francs rwandais et dépendait largement de l'aide extérieure. Aujourd'hui, il dépasse 7 900 milliards de francs rwandais, financés en grande partie par des ressources propres des Rwandais. Le ministre souligne également que la stratégie nationale de transformation économique repose sur de grands projets d'infrastructure. Parmi eux figure le nouvel aéroport international, actuellement en construction dans le district de Bugesera. La première phase du projet devrait être achevée en février 2028. Elle permettra d'accueillir jusqu'à 4 millions de passagers par an avant une montée en puissance progressive jusqu'à une capacité finale de 16 millions de voyageurs, à l'issue de 4 phases de construction. Le Rwanda est situé au cœur d'Afrique. Notre ambition est d'en faire une plateforme régionale de commerce, de services et de connectivité. Le transport aérien joue un rôle essentiel dans cette vision. Nous voulons que le Rwanda devienne un point de rencontre pour les voyageurs d'affaires, les touristes et les participants à conférences internationales. L'aéroport actuel peut accueillir environ 1 million de passagers par an, mais cette capacité est désormais insuffisante, aussi bien que pour les voyageurs que pour le stationnement des avions. La première phase du nouvel aéroport sera achevée en 2028
tandis que les principaux travaux devraient être terminés dès 2027. Nous passerons ainsi d'une capacité d'1 million à 4 millions de passagers, tout en continuant d'exploiter l'aéroport actuel, ce qui permettra d'accueillir près de 5 millions de voyageurs par an. À travers ces investissements structurants et une croissance économique soutenue, le gouvernement rwandais entend consolider la transformation du pays, renforcer son autonomie économique et faire du Rwanda un pôle régional incontournable pour le commerce, le tourisme et les services. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, indique que le vrai problème qui compromet la paix dans la région des Grands Lacs est le manque de volonté politique de la part de la République démocratique du Congo, eu égard aux accords signés entre le Rwanda et la RDC. Le ministre Nduhungirehe s'exprimait dans un entretien avec la chaîne française France 24. Suivez-en un extrait. Le 27 juin, nous avons signé l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Le volet principal, c'était le CONOPS, le Conseil des opérations pour la neutralisation des génocidaires et FDLR, et la levée des mesures rwandaises de défense. Il y avait même un chronogramme de 90 jours pour remplir ces obligations. Mais malheureusement, le problème principal est le manque de volonté politique de la part de Kinshasa. Premièrement, sur le cessez-le-feu, puisque depuis la signature de cet accord de paix, les attaques de drones se sont intensifiées. Non seulement contre les positions de la FCM 23, ce qui est en violation du cessez-le-feu, mais aussi contre les civils Banyamulenge au sud Kivu, ce qui est beaucoup plus préoccupant. Et donc la deuxième chose, c'est le problème de la neutralisation des FDLR. Au lieu de s'engager sur cette voie, ces dernières années, je dirais cette année qui vient de s'écouler, a vu le gouvernement congolais renforcer les FDLR, que ce soit sur le volet militaire, mais aussi organiser les FDLR sur le côté politique avec des personnes comme Jean-Luc Abialima, le fils de l'ancien président qui vit ici en France, et d'autres personnalités comme Kinshasa dit on travaille à la neutralisation de ces FDLR. Oui, mais s'ils travaillent sur la neutralisation des FDLR, où sont les résultats ? Il n'y a rien qui prouve, les FDLR sont toujours soutenus par Kinshasa, il n'y a rien qui a été fait. Et même, vous avez parlé de Massad Boulos, qui a dit vendredi passé au Conseil de sécurité que le gouvernement congolais n'a rien fait sur la neutralisation des FDLR. Et de votre côté ? Et ce n'est pas un accord fait pour le Rwanda. C'est un accord pour arriver à la paix dans la région avec des obligations des parties. Et donc, vous avez parlé de Marco Rubio. Le 5 juin, au Congrès américain, il a dit que le Rwanda est en train de mettre en œuvre ses obligations. Mais il n'a rien dit sur l'autre côté, sur l'autre partie qui est la RDC, qui n'a jamais... Il n'y a pas le moindre commencement d'application de ces obligations. Et Marco Rubio a enfoncé le clou le vendredi en disant que le gouvernement congolais n'a pas appliqué l'accord, n'a pas neutralisé les FDLR. Donc c'est un problème. Lorsque Marco Rubio dit que le Rwanda est en train de mettre en œuvre ses obligations à cause des sanctions, en restant silencieux, c'est pas à cause des sanctions. C'est ce qu'il dit. Non, c'est pas à cause des sanctions, c'est à cause des engagements que nous nous sommes fixés comme pays. Et que Marco Rubio aussi dit que la RDC ne met pas en œuvre ses recommandations. Alors pourquoi y a-t-il des sanctions contre seulement l'une des parties ? Alors pourquoi ? C'est les problèmes de partialité. Pourquoi ? Il y a d'autres raisons, en tout cas, qui ne sont pas des raisons de paix dans la région. Quelles sont ces raisons ? Le président Kagame a dit que ces sanctions, il en parlait au mois de mars quand c'était contre l'armée, ce qui est quand même très symbolique, avait dit que ce sont des insultes contre le Rwanda. Est-ce que ce sont des insultes? Il avait raison, bien sûr. Mais elle continue, puisque là, il y a quelques jours... Exactement, d'où la partialité que nous dénonçons de cette médiation. Cette opération de la RDC, cette plainte de la RDC relève du pur cynisme et de la manœuvre politique, parce que qui collabore avec un mouvement génocidaire nommé FDLR? C'est le président Tshisekedi et son armée. Qui a tiré par des attaques de drones sur des populations civiles, les Banyamulenge et autres? C'est le président Tshisekedi et son armée. Qui a encouragé des discours de haine contre les Congolais Tutsis? C'est le président Tshisekedi et son armée. Y compris des actes de persécution où des Congolais Tutsis ont été lynchés et brûlés quasiment le jour où tout le monde pouvait le voir. Donc,
il y a quand même du cynisme à vouloir accuser autres de génocide alors que c'est le gouvernement congolais, à travers ses milices, les Wazalendo, ses mercenaires, ses accusations graves que vous faites. C'est ce qui se passe sur le terrain. C'est pas ce que tout le monde dit. Mais non, c'est parce que... Ici, il ne s'agit pas de dire, il s'agit de voir. Mais les attaques de drones sont bien réelles contre les Banyamulenge. Les discours de haine sont bien réels. Les lynchages sont bien réels. Donc, il y a une accumulation de crimes commis par le régime de Kinshasa. Et donc, il ne peut pas faire fi de ces crimes et aller à La Haye pour accuser qui d'autre de ce genre de crimes. Vous suivez la grande édition sur la télévision rwandaise. Après cet extrait de cette interview, je vous l'ai dit en titre, l'ambassadrice Olujeni Bakuramutsa, représentante du Rwanda à Genève en Suisse, ainsi qu'auprès des agences des Nations Unies qui y sont basées, a déclaré que l'insécurité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo trouve son origine dans des facteurs historiques profonds. Selon elle, toute solution durable à cette crise passe notamment par le démantèlement du groupe armé FDLR, qu'elle considère comme une menace permanente pour la sécurité du Rwanda et de l'ensemble de la région des Grands Lacs. L'ambassadrice s'est exprimée lors d'un entretien accordé à Genève à l'issue d'une analyse du rapport présenté par le groupe d'experts des Nations Unies sur la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Suivez. Monsieur le Président, le Rwanda prend note de la mise à jour orale de la Commission. Le Rwanda réaffirme son attachement à la paix, à la stabilité régionale et aux principes de la Charte des Nations Unies. Nous soutenons un travail d'enquête crédible, impartial et fondé sur des preuves, car c'est le seul moyen le plus sûr d'éclairer les décisions du Conseil et de renforcer la responsabilité. The serious allegations made by the DRC representatives are once again presented. De graves allégations ont été présentées devant ce Conseil sans preuve vérifiable de manière indépendante, sans source transparente ni corroboration objective. Le Rwanda demande que de telles allégations répondent à des normes de preuve crédibles lorsque cela est pertinent sur des analyses médico-légales et soit corroboré par des sources indépendantes. Des témoignages anonymes, des récits non vérifiés et des informations issues de sources ouvertes, citées de manière sélective, ne peuvent constituer une base suffisante pour tirer des conclusions définitives. Le Rwanda souhaite également aborder la méthode de travail de la commission d'enquête. Le mandat de la Commission est d'établir les faits, les circonstances et les causes profondes de la situation au Nord Kivu et au Sud Kivu, notamment au moyen d'un engagement sur le terrain. La Commission a fait état des difficultés d'accès à la région concernée et a choisi de mener ses travaux depuis Kinshasa. Il convient de rappeler que Kinshasa se situe à environ 1500 km de Goma et de Bukavu, soit une distance comparable à celle qui sépare Genève de Bucarest, ou encore supérieure à celle entre Singapour et Bangkok. Personne ne prétendrait comprendre ce qui se passe à Bangkok en évaluant la situation depuis Singapour. Pas plus qu'il ne serait crédible d'enquêter sur Bucarest tout en restant à Genève. De la même manière, une mise à jour orale portant sur les deux provinces du Kivu doit être fondée sur des réalités du terrain. En l'absence des visites sur le terrain, d'un dialogue direct avec les communautés affectées et d'un travail rigoureux de vérification des faits sur place, le Rwanda s'inquiète de ce que la Commission ne soit pas en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat. Ma délégation invite donc la présidente de la Commission à préciser de quelle manière celle-ci entend combler cette lacune, notamment en expliquant comment elle compte dialoguer avec les victimes et les témoins à travers la région des Grands Lacs, où le HCR estime à environ 949 000 le nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile congolais répartis dans différents pays, y compris le Rwanda. And asylum seekers in various countries in the region, including in Rwanda. The crisis in the eastern DRC is complex and deeply rooted. For Rwanda, any assessment must be including the FDLR, a UN-sanctioned genocide. La crise à l'est de la République démocratique du Congo est complexe et profondément enracinée. Pour le Rwanda, toute évaluation de cette situation doit nécessairement prendre en compte les FDLR, un groupe armé génocidaire sous sanction des Nations Unies, fondé par des auteurs du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Depuis qu'il a trouvé refuge dans l'est de la République démocratique du Congo, les FDLR demeurent une menace directe pour la sécurité du Rwanda et un facteur majeur d'instabilité dans la région des Grands Lacs. Cette menace revêt également une dimension idéologique. L'idéologie génocidaire propagée par les FDLR
continue d'alimenter les discours de haine anti-Tutsi, l'incitation à la haine ethnique et la rhétorique discriminatoire visant les communautés Tutsi congolaises, y compris les Banyamulenge. Il s'agit des signes avant-coureurs qui ne sauraient être ignorés. Ces réalités sont dûment documentées dans les rapports des Nations Unies. La médiation conduite par l'Union africaine sous la direction du Togo, les accords de paix de Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ainsi que le processus de Doha, ont permis d'établir d'importants cadres politiques. Le concept d'opération convenu dans le cadre des accords de paix de Washington confie à la RDC la responsabilité de neutraliser les FDLR. Toutefois, la mise en œuvre de ces engagements est compromise par la poursuite de la coopération entre la République démocratique du Congo et ce groupe armé génocidaire, notamment à travers son équipement, son financement et son soutien politique, ainsi que la coordination de ses activités avec les forces armées de la République démocratique du Congo. La RDC ne peut appeler à la paix tout en poursuivant une solution militaire sur le terrain avec l'appui de plus de 10 000 soldats burundais et des mercenaires étrangers. Cette approche doit être clairement dénoncée. Political dialogue, regional cooperation, confidence-building measures and comprehensive approaches that addresses the root cause of the conflict. Paris abrite ce mardi 30 une conférence ministérielle de la francophonie extraordinaire réunie pour la première fois ses membres autour d'une audition formelle des candidats et candidates à la direction de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle. 4 candidats, dont l'actuel secrétaire général, Louise Mushikiwabo, se présentent tour à tour devant les ministres des Affaires étrangères des États et des gouvernements membres de plein droit en prélude à l'élection par les chefs d'État et de gouvernement du ou de la secrétaire générale pour la période 2027-2030 lors du sommet de la francophonie prévu à Phnom Penh en novembre 2026. Le ou la secrétaire générale pour la période 2027-2030 sera officiellement élu par les chefs d'État et de gouvernement des 53 pays membres de plein droit lors du huis clos électif du 20e sommet de la francophonie à Phnom Penh au Cambodge le 16 novembre 2026. L'OIF compte 90 États et gouvernements, 53 membres, 5 membres associés et 32 observateurs avec 396 millions de locuteurs dans le monde. L'Office rwandais de gestion de l'environnement, REMA en sigle, poursuit ses échanges avec les sénateurs membres de la Commission des Affaires étrangères, de l'Unité des Rwandais et de la sécurité du Sénat dans le cadre d'une mission d'évaluation de la mise en œuvre des stratégies nationales de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Au cours de ces discussions, la directrice générale de REMA, Juliette Kabera, a adressé un état des lieux préoccupant de la situation environnementale du pays. Elle a souligné que les effets du changement climatique se font de plus en plus ressentir au Rwanda, entraînant une augmentation de la fréquence et de l'intensité des catastrophes naturelles. Selon elle, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer les mécanismes de prévention, les risques demeurent élevés et les conséquences humaines, matérielles et économiques restent considérables. Les données présentées au Sénat révèlent qu'en 2025, les catastrophes naturelles ont causé la mort de 130 personnes à travers le pays. Les principales causes des décès sont les impacts de la foudre, les éboulements dans les sites miniers, les glissements de terrain ainsi que les inondations. Ces phénomènes ont également provoqué d'importants dégâts matériels. Au total, 1800 habitations ont été endommagées, tandis que 1100 hectares de cultures ont été détruits. Le secteur de l'élevage a lui aussi été durement touché, avec plus de 1002 têtes de bétail perdues. Les statistiques des premiers mois de l'année 2026 montrent que la situation reste préoccupante. Entre le 1er janvier et le 11 mars 2026, les catastrophes liées notamment à la foudre, au glissement de terrain et aux inondations ont déjà fait 28 victimes dans différentes régions du Rwanda. Face à cette réalité, les sénateurs et les responsables du REMA ont insisté sur la nécessité de renforcer
davantage les mesures de prévention, d'amélioration des systèmes d'alerte précoce et de sensibiliser les populations vivant dans les zones les plus exposées aux risques. Ils ont également souligné l'importance de poursuivre les actions de protection de l'environnement et d'adaptation au changement climatique afin de réduire les impacts des catastrophes sur les populations et les infrastructures. Vous suivez la grande édition sur la télévision rwandaise. Le Rwanda s'est joint à la communauté internationale pour marquer la journée mondiale des réfugiés, fidèle à sa politique fondée sur le respect du droit international, la protection des droits des réfugiés et la promotion de leur autonomie. Le pays accueille aujourd'hui plus de 133 000 réfugiés. Parmi eux figurent 84 000 ressortissants de la République démocratique du Congo, dont un grand nombre vivent au Rwanda depuis plus de 30 ans, après avoir fui l'insécurité persistante dans l'est de leur pays. Le ministre en charge de la gestion des urgences, le général de division à la retraite, Albert Moulasila, a indiqué que le Rwanda a adopté de nouvelles orientations visant à renforcer l'autonomie des réfugiés. L'objectif est de leur offrir davantage d'opportunités d'emploi et d'activités génératrices de revenus afin qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie au lieu de dépendre uniquement de l'aide humanitaire dont les ressources demeurent limitées. Suivez-le. Pendant longtemps, les réfugiés vivant dans les camps attendaient essentiellement l'aide humanitaire, alors que certains avaient pourtant la capacité de travailler et de subvenir à leurs besoins. Il était donc nécessaire de les classer selon leur niveau de vulnérabilité, à l'image du système OUD, afin que l'assistance soit prioritairement accordée à ceux qui en ont réellement besoin. Ceux qui disposent des moyens ou des compétences nécessaires peuvent, quant à eux, entreprendre des activités leur permettant de se développer et de contribuer à l'économie du pays d'accueil et, le moment venu, de retourner dans leur pays avec des capacités de subvenir à leurs besoins. Nous avons lancé cette approche l'année dernière. Les résultats statistiques ne sont pas encore suffisamment consolidés pour mesurer précisément le nombre de bénéficiaires et atteindre cette autonomie. Vous savez également que la politique du Rwanda traite les réfugiés et les citoyens sur un pied d'égalité. Les réfugiés peuvent ouvrir des comptes bancaires, acquérir des terrains lorsque la loi le permet et exercer des activités économiques. Dès lors que ce cadre politique existe, il convient désormais de veiller à ce que l'aide qui leur est accordée soit utilisée comme on le vient pour favoriser leur autonomie et leur développement. Les députés de l'Assemblée législative de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EALA en sigle, estiment que le moment est venu de sanctionner les États membres qui ne respectent pas leurs obligations, notamment le paiement de leurs contributions. Selon eux, ces retards de paiement fragilisent les finances de la communauté et compromettent la mise en œuvre des décisions prises par les chefs d'État. Un reportage de Solange Oumoulergua. La question du non-paiement des contributions destinées au financement des activités de la Communauté des États d'Afrique de l'Est a dominé les débats lors de la réunion des députés de l'Assemblée législative de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EALA. So, problem number one, lack of remittances. Problem number two, le premier problème est le non-paiement des contributions. Le deuxième problème est également le non-paiement des contributions. Et le troisième problème, c'est encore le non-paiement des contributions. C'est pourquoi nous vous demandons de mettre à profit votre expérience diplomatique, ainsi que vos compétences et votre sagesse, afin de convaincre les États qui n'ont pas encore versé leurs contributions de le faire. Ce n'est qu'à cette condition que la Communauté d'Afrique de l'Est pourra remplir efficacement sa mission. so that we can perform our duties effectively. 2017. En 2017, chaque État membre de la communauté versait une contribution de 8,3 millions de dollars américains. Aujourd'hui, cette contribution est tombée à 7 millions de dollars par État. Il faut noter que cette réduction intervient alors même que les missions et les activités de la communauté continuent de s'élargir.
Nous avons déjà connu une communauté d'Afrique de l'Est qui a existé de 1967 à 1977 avant de disparaître. À cette époque, les fonctionnaires travaillaient pour l'ensemble de la région plutôt que pour leur seul pays. Il existait des services communs tels qu'East African Airways et plusieurs autres institutions régionales. Nous avions même une monnaie commune appelée East African Shilling. C'est ce niveau d'intégration que nous souhaitons retrouver aujourd'hui. Nous voulons renforcer l'union douanière afin de faciliter le commerce entre les États membres, mettre pleinement en œuvre le protocole sur le marché commun pour permettre aux citoyens de circuler, de travailler et d'investir librement dans toute la région, instaurer une monnaie unique pour aboutir à terme à une fédération politique des États de la communauté d'Afrique de l'Est. Dans le budget 2026-2027 de la communauté des États d'Afrique de l'Est, 38% des ressources proviendront des partenaires internationaux. Pour la députée Fatouma Ndanguiza, une dépendance excessive à l'égard des bailleurs de fonds risque de freiner la réalisation des objectifs fixés par les chefs d'État. Il est vrai que notre communauté a enregistré des progrès importants, mais nous dépendons encore fortement des partenaires extérieurs, y compris dans des secteurs aussi stratégiques que la sécurité et la paix. Or, ces domaines essentiels, tout comme la santé et l'éducation, devraient être financés par les États membres eux-mêmes. Notre ambition est que les pays de l'Afrique de l'Est puissent à terme assurer eux-mêmes 80% du financement du budget de la communauté. C'est la véritable autonomie. Lorsqu'un partenaire finance votre gouvernance ou votre sécurité, votre marge d'indépendance est fortement limitée. Par ailleurs, lors du sommet des chefs d'État tenu en mars dernier, les décisions importantes ont été adoptées pour renforcer le fonctionnement de l'EAC. Mais les difficultés de financement continuent de constituer le principal obstacle à leur mise en œuvre. À l'approche de la clôture de l'exercice budgétaire, la communauté des États d'Afrique de l'Est aura exécuté un budget de plus de 113,8 millions de dollars américains. Pour l'exercice 2026-2027, le Parlement de l'East African Community a adopté un budget de plus de 110,8 millions de dollars, dont 62% seront financés par les États membres. Le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya figurent parmi les pays qui s'acquittent régulièrement de leurs contributions. Leur versement permet de soutenir la mise en œuvre des projets de développement de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.